Ainsi, je serais d'accord avec la proposition de Nikolaï Platonovitch, selon laquelle nos soi-disant partenaires occidentaux pourraient avoir une dernière chance. Et leur proposer que, dans les plus brefs délais, ils forcent Kiev à rechercher la paix et à respecter les accords de Minsk. Sinon, nous devrons prendre la décision qui est discutée aujourd'hui. Que signifie « est-ce sinon » ? Proposez-vous de négocier ? Ah non, c'est le... Ou reconnaître la souveraineté. Je vais... Parle directement. Je soutiendrai la proposition de reconnaissance. Soutien ? Ou est-ce que je soutiens ? Parle directement, Sergueï. Dis oui ! Oui ou non ? Je soutiens la proposition d'intégration des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk dans la Fédération de Russie. Nous n'en avons pas parlé, nous n'en avons pas discuté. Nous avons discuté de la reconnaissance ou non de leur indépendance. Oui ou non ? Oui, je soutiens la proposition de reconnaissance de l'indépendance. Asseyez-vous. Merci, Vladimir Alexandrovitch. Vous arrivez à sentir la tension dans l'air. Ce que vous venez de voir s'est passé en février 2022, à un moment critique pour le monde. Poutine venait de donner l'ordre à ses troupes d'envahir le territoire ukrainien pour lancer sa fameuse opération spéciale de 3 jours. Peu de temps après, une réunion de sécurité s'est transformée en un moment révélateur. Alors que Sergueï Narishkin, le chef du service de renseignement extérieur de la Russie et l'un des hommes les plus puissants du pays, donnait son avis, ses propos étaient interrompus à plusieurs reprises. Poutine, visiblement agacé, ordonnait à Sergueï d'être plus clair. Moi, je vais... Parle directement. Je soutiendrai la proposition de reconnaissance. Soutien ? Ou est-ce que je soutiens ? Parle directement. Et lui ? De son côté bégayait. L'angoisse s'est emparée de tous ceux qui étaient là. Cette scène troublante montre comment Poutine a toujours gouverné la Russie pendant 25 ans, par la peur et l'intimidation. Mais 3 ans après cette démonstration de pouvoir, les propres sondages russes révèlent quelque chose de totalement inattendu. Une contradiction qui montre que même les systèmes les plus rigides peuvent avoir des fissures invisibles. Et cette histoire commence par un accord que Poutine a conclu il y a des décennies. Un accord qui a toujours fonctionné. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Le lien est dans la description. Mais ce que vous ne savez pas, c'est comment il a réussi à garder ce pouvoir pendant 25 ans. Et pourquoi est-il en train de le perdre maintenant ? Pour comprendre cela, je dois te montrer un événement important, survenu dans les années 1990, lorsque l'Union soviétique s'était effondrée et que la Russie traversait une période d'humiliation nationale et d'effondrement économique. C'est de ce chaos que Vladimir Poutine a émergé avec une proposition irrésistible pour le peuple russe. Il a proposé un accord simple, une amélioration de la vie et la fierté nationale, en échange de ne pas remettre en question son gouvernement et d'accepter la fin de la démocratie. Les Russes ont accepté ce marché, car après tout, leur vie s'est objectivement améliorée. La chance économique des années 2000, stimulée par les prix élevés du pétrole, a permis à Poutine de tenir une partie de sa promesse. L'économie a cru, les pensions ont été versées, les villes se sont modernisées. Pour de nombreux Russes, cette amélioration perceptible de la qualité de vie était suffisante. Ils ne se posaient pas beaucoup de questions sur l'autoritarisme croissant, car leur vie était meilleure qu'avant. Poutine n'était pas seulement un leader politique, il était l'homme qui a redonné à la Russie le sentiment d'être forte. Le sommet de ce pacte social a eu lieu en 2014 avec l'annexion de la Crimée. La popularité de Poutine a explosé, avec des taux d'approbation atteignant 80% ou plus. Les rues étaient remplies de drapeaux et de chants patriotiques, pas seulement pour la Crimée. C'était un sentiment d'être à nouveau des vainqueurs. Mais alors, février 2022 est arrivé.
L'invasion à grande échelle de l'Ukraine, qui devait durer 3 jours, dure déjà depuis plus de 3 ans. C'est ici que l'histoire prend un tournant dramatique. Vladimir Poutine a vendu cette guerre comme une opération militaire spéciale rapide et victorieuse. La réalité s'est révélée complètement différente. Et les chiffres ne mentent pas. Les estimations des pertes russes sont stupéfiantes. Le Centre d'études stratégiques et internationales évoque plus de 950 000 pertes, dont 250 000 morts. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni estime à plus d'1 million le nombre total de pertes. Le secrétaire général de l'OTAN a révélé qu'en seulement 2025, 100 000 soldats russes sont morts. Ces chiffres représentent toute une génération de jeunes disparus. Et quel est l'impact de cela ? Eh bien, il peut être ressenti dans tout le pays, avec des familles recevant des notifications de décès, et des cimetières qui manquent de place. Mais voici le détail le plus cruel. Cette boucherie n'est pas répartie de manière égale. Le fardeau repose de façon disproportionnée sur les régions les plus pauvres et sur les minorités ethniques, comme le Daghestan et la Bouriatie, qui envoient la majorité des soldats mourir. Et tu sais comment ces morts se produisent ? À l'aide de tactiques qui semblent sorties de la Première Guerre mondiale, les forces russes comptent sur ce qu'ils appellent des assauts de chair, de petits groupes de soldats mal entraînés envoyés attaquer les tranchées ukrainiennes, les utilisant effectivement comme chair à canon. De plus, la Russie a déjà perdu plus de la moitié de ses chars modernes, plus de 3000 chars, selon l'agence de renseignement de la défense des États-Unis. Cela a forcé les militaires à sortir des reliques de la guerre froide de leurs entrepôts. Des chars T-62 rouillés datant des années 1960. Au milieu de toutes ces pertes, les Russes ont même commencé à prendre des décisions plus drastiques. Comme utiliser des motos. Et que dire de la grande offensive d'été qui a eu lieu cette année ? Eh bien, tout indiquait qu'elle servirait à renverser définitivement la situation. Mais, comme la réalité nous le montre, cette offensive a été un échec total. Des analystes militaires, qui soutenaient auparavant la guerre, comme Maxime Kalichnikov, décrivaient maintenant l'offensive comme un fantasme qui est en train de s'effondrer. Et il a raison de penser ainsi. Le résultat de cette offensive a été dérisoire. Les Russes n'ont capturé que quelques petits villages et presque aucun territoire. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas sur le champ de bataille. Ils se répandent rapidement dans l'économie. On estime qu'en 2025, les dépenses de défense devraient consommer 7,2% du produit intérieur brut russe. Cela représente un tiers du budget national, pour vous donner une idée de l'ampleur. Maintenant, arrêtez-vous pour comparer. La plupart des pays ne dépensent qu'1 ou 2% pour la défense. La Russie, quant à elle, cannibalise littéralement son avenir pour alimenter la machine de guerre dans le présent. Le gouvernement dépense beaucoup plus d'argent qu'il n'en collecte. Ce déficit dans les comptes publics est passé de 0,5 à 1,7% du produit intérieur brut. Le fonds d'urgence du pays, la réserve pour les moments difficiles, est passé de 5 000 milliards à 2,8 000 milliards de roubles. Pour ceux qui comprennent, cela signifie que l'argent s'épuise. Comme vous pouvez l'imaginer, cela se traduit par une douleur réelle pour les citoyens ordinaires. Ce même peuple qui était satisfait de la croissance économique de la Russie il y a des décennies, fait maintenant face à une réalité complètement différente. L'inflation reste obstinément élevée, atteignant 9,4% en juin 2025. Les prix des denrées alimentaires au cours des 4 premiers mois de 2025 étaient 12% plus élevés que l'année précédente. Le marché immobilier n'a pas été épargné. Il s'est complètement effondré. Les ventes de nouveaux biens immobiliers ont chuté de 26% au premier semestre de 2025. Les prêts hypothécaires ont chuté de façon impressionnante de 66% en juin. Le taux d'intérêt est à 18%,
un niveau qui paralyse toute économie. Cette crise du marché immobilier représente bien plus qu'une simple statistique économique. C'est un symbole puissant de la promesse brisée de Poutine. C'est le point où les coups de la guerre se manifestent dans la frustration concrète de la classe moyenne urbaine, empêchée d'atteindre une aspiration fondamentale de la vie. Pour vous donner une idée, les pensions tournaient autour de 20 000 roubles par mois, ce qui représente environ 200 $. Ce n'est même pas suffisant pour couvrir les besoins de base. Le système de santé est surchargé, avec de nombreuses cliniques dépourvues de médicaments de base. Mais la donnée la plus révélatrice est peut-être celle-ci. Plus d'1 300 000 personnes ont quitté la Russie depuis 2022. Beaucoup d'entre eux sont jeunes, instruits et qualifiés en technologie de l'information, en ingénierie et dans d'autres domaines clés. C'est une fuite des cerveaux qui nuira à l'économie russe à l'avenir. Et nous voici au point crucial de cette histoire. Préparez-vous, car cela va complètement changer votre vision de la situation russe. Des recherches du centre Levada montrent que 88% des Russes approuvent encore Poutine. 78% continuent de soutenir l'opération militaire en Ukraine. À première vue, il semble que Poutine conserve un soutien solide, n'est-ce pas? Mais voici la contradiction. 61% de ces mêmes Russes pensent qu'il est temps d'entamer des négociations de paix. 50% se méfient des rapports officiels sur les pertes militaires. La confiance dans le gouvernement est passée de 53% en 2020 à 27% en 2025. Maintenant, je te demande, comment est-il possible d'approuver un dirigeant et de se méfier de lui en même temps? La réponse à cette question révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont la propagande fonctionne. Elle est efficace au niveau macro, l'idée que la Russie est forte, mais elle échoue au niveau micro, là où tu analyses la réalité, l'expérience du quotidien. Les gens soutiennent l'idée abstraite de Poutine, mais remettent en question la réalité concrète de ses politiques. 65% veulent des négociations pour éviter plus de morts de soldats. 59% veulent des négociations pour réduire les coûts pour les familles. Comme tu peux le voir, le désir de paix grandit, même parmi les partisans déclarés du régime. Et que dire de l'élite russe? Eh bien, elle vote avec ses pieds et avec son portefeuille. En mai 2025, les familles russes ont envoyé un record de 52,3 milliards de roubles, soit presque 650 millions de dollars, vers des courtiers étrangers. C'est un signe clair du déclin de la confiance dans le marché russe. Les oligarques et les hommes d'affaires qui ont bâti des fortunes sous Vladimir Poutine transfèrent discrètement de l'argent hors du pays. Certains envoient leurs familles à Dubaï, en Turquie, n'importe où sauf à Moscou. Ils voient l'économie vaciller et entendent le mécontentement dans les rues. Un autre signe, encore plus important, est la dépendance croissante envers la Chine. En effet, la guerre a rendu la Russie extrêmement dépendante de Pékin. La Chine est responsable d'environ 80% de l'évasion des sanctions russes. Mais il y a ici un problème dont peu de gens parlent. Ce n'est pas un partenariat d'égal à égal. La Russie est devenue dépendante de la Chine parce qu'elle n'avait pas le choix. Pour un régime construit sur la narration de la restauration de la souveraineté et de la force nationale, cette dépendance croissante envers la Chine représente, pour beaucoup, un échec stratégique. C'est un coup profond et silencieux, porté à l'image de force que Vladimir Poutine a toujours voulu transmettre. Il existe même des signes indiquant que certaines personnes, au sein des services de renseignement russes, considèrent la Chine comme un ennemi. Et si cela est vraiment vrai, il devient encore plus facile de comprendre à quel point la situation de la Russie est compliquée. Mais alors, que signifie tout cela? Où cette situation mène-t-elle? Regarde, le Kremlin se retrouve pris dans un cycle qui se répète. D'un côté, il n'arrive pas à obtenir la victoire décisive tant désirée en Ukraine. D'un autre côté, admettre la défaite ou reculer détruirait l'image d'homme fort de Poutine. Cette image est la base de tout son gouvernement. Par conséquent, il est clair que pour le gouvernement russe, la guerre doit continuer.
Et cela signifie que la douleur économique va continuer, les pertes vont augmenter, et la détérioration du pays va s'accélérer. En réalité, Poutine est en train de perdre la confiance. Arrêtez-vous pour réfléchir à ce qui se passe lorsque les soldats ne font plus confiance à leurs commandants, lorsque les citoyens ne font plus confiance aux informations, et même lorsque les élites ne font plus confiance à l'avenir. Le système commence à s'effondrer de l'intérieur. La confiance est comme une monnaie invisible de n'importe quel régime. Et dans la Russie de Poutine, eh bien, elle semble s'épuiser. La guerre en Ukraine ne fera peut-être pas tomber le Kremlin du jour au lendemain, mais comme vous l'avez vu, elle force pièce par pièce le système à se désagréger lentement, jusqu'au jour où le poids deviendra insupportable. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que Poutine parviendra à garder le pouvoir face à tous ces problèmes ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté des informations importantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres personnes qui ont besoin de connaître cette réalité. À la prochaine!